pour tous ceux qui convoitent l'un des lieux les plus riches du monde, le Sahara. Oui, le Sahara. Ce qu'on nous a présenté comme un truc qui ne vaut rien, juste un désert, une étendue de sable, est en fait une manne minière, minéralogique et hydrologique capable de faire de cette région le poumon industriel de l'Afrique, le moteur de son progrès et de l'enrichissement de ses populations. Eh oui, on nous a menti et depuis longtemps. L'histoire, c'est eux qui l'écrivent. Et les contemporains que nous sommes essayons de déconstruire leurs mensonges. Et grâce à de nouveaux moyens de communication comme l'Internet et les réseaux sociaux, nous réussissons progressivement avec des amis à exposer leur contre-vérité, leur hypocrisie et à imposer notre narratif. En attendant que nos États prennent enfin le relais en changeant le contenu des programmes scolaires pour que l'intox qui nous est enseigné depuis la colonisation soit définitivement expurgé et que nos écoles produisent des jeunes bien formés, sûrs d'eux, armés de la vérité et prêts à affronter le monde de façon décomplexée. Mais la géographie, c'est une autre paire de manches. Et là, nous avons encore de longs chemins à parcourir et un énorme retard à rattraper. Tout d'abord parce que toutes nos cartes ont été faites par le colon et sont encore chez le colon. Et ensuite parce que nos universités produisent beaucoup plus d'historiens que de géographes. La bataille de l'histoire, on est en plein dedans. Mais celle de la géographie, on ne l'a pas encore vraiment commencé. Et pourtant, c'est cela le vrai enjeu derrière la dénonciation de la conférence de Berlin. Il ne s'agit pas de s'émouvoir parce que des étrangers ont découpé l'Afrique comme un steak. Il s'agit de savoir pourquoi ils se la sont partagés comme ils l'ont fait, sur la base de quelles études, de quelles recherches, de quelles données, de quelles cartes qu'ils gardent jusqu'à aujourd'hui sous clé. La rétention de la connaissance de ce que chacun d'eux a récupéré pose problème. C'est pour cela que quand j'ai été invité par la Douma d'État à Moscou en mars 2023, j'ai dit aux Russes que s'ils étaient vraiment nos amis, ils partageraient avec nous leurs informations. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leurs méthodes et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûr, nos besoins. Mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884, nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta, nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960, nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Ils étaient à Berlin. Même s'ils ont refusé de prendre leur part dans le partage du gâteau de l'Afrique, ils savent ce que les autres se sont dit. Ils savent ce que les autres avaient et ont jusqu'à ce jour comme information. Il est impératif qu'ils les partagent avec nous. Encore faut-il que nos autorités les leur demandent. La vidéo de mon speech complet est sur ma chaîne. Si vous pourrez aller la regarder à l'issue de celle-ci. Lors du travail de recherche que j'ai fait pour cette chronique, je suis par exemple tombée sur les archives et les collections iconographiques de Jean Clausel, ex-préfet et administrateur de colonies françaises, qui couvre la période de 1902 à 2008. Des monographies, des notes, des cartes, des télégrammes, des rapports, des plans, des données, etc. qui sont conservés dans 42 boîtes à l'Humathèque Condorcet à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, je crois. Voilà. Mais vous ne pouvez pas les consulter en ligne. Vous devez obtenir une autorisation pour y accéder physiquement. Et vous n'avez pas le droit de faire des photocopies, seulement des photographies sans flash.
si vous avez de la chance, le parcours du combattant. J'espère néanmoins que des chercheurs et étudiants africains sérieux feront le job après cette vidéo. Tout le monde sait que je ne suis pas camarade avec les États-Unis, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont beaucoup plus transparents que les Français en ce qui concerne la déclassification et l'accès aux informations, même sur les parties les plus sombres de leur histoire. Pour que vous compreniez bien l'importance de la maîtrise de la géographie, je vais vous rappeler 2 exemples historiques. On a tous en mémoire la débâcle des armées réputées les plus puissantes du monde. D'abord les Russes en 1989, puis 32 ans plus tard les États-Unis, l'OTAN en Afghanistan. On a vu comment les gars ont frayaé en courant, en laissant leurs choses derrière eux là-bas. It's time for American troops to come home. It's time to end America's longest war. And it's time to end the forever war. Vous avez vu la gueule des paysages et des montagnes afghanes? Impossible de gagner une guerre là-bas si tu n'es pas du coin. Avant cela, il y a eu la raclée que se sont pris les Français au Vietnam en 1954. Dien Bien Phu était une cuvette surplombée par des collines. En choisissant d'installer leur camp là-bas, les Français ont permis aux troupes du général Giap de les encercler depuis les hauteurs. Ils pensaient pouvoir gérer les collines avec l'appui de l'aviation, mais ils n'avaient pas prévu la montée en puissance de l'équipement antiaérien employé par le Viet Minh. Par ailleurs, la connaissance géographique du terrain a permis aux Vietnamiens de transporter leur armement par des pistes tracées dans la jungle montagneuse et de les stocker en pièces détachées dans des grottes indécelables par l'aviation française. Et grâce aux grosses pluies qui sont tombées quasiment sans interruption à partir du 27 mars 1954, l'armée de l'air française n'a plus pu procéder ni au ravitaillement, ni à la relève des troupes, ni à l'évacuation des blessés. La méconnaissance de la géographie et du climat a joué un rôle central dans la défaite française à Dien Bien Phu, tout comme la géographie et les tempêtes de sable ont joué en défaveur de l'armée malienne du 25 au 27 juillet 2024. Ceux qui en savent le plus sur le massif des Iphoras et sur toute la zone du nord du Mali, du Niger, de l'Algérie et même de la Mauritanie savent où se trouvent les richesses du Sahara. C'est au début du XXe siècle, quand les explorateurs français sont allés y faire des recherches, que les gars se sont rendus compte que la zone regorgeait de ressources et de richesses bonnes pour eux. Le pire, c'est qu'ils ne l'ont jamais caché. Écoutons Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique.
C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est ce que Houphouët, alors ministre délégué à la présidence française, et De Gaulle, président de la France, disaient respectivement en 1957 et en 1961. La libre exploitation pour la France, c'est-à-dire l'exploitation gratuite et sans besoin d'autorisation de notre pétrole, de notre uranium, de notre gaz, de notre or, de nos minerais, de notre eau, surtout maintenant en ces temps où l'approvisionnement énergétique est devenu difficile et coûteux pour les Européens à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions idiotes qu'ils ont prises envers la Russie. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le Sahel, vous êtes obligé de connaître l'histoire et la géographie. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sortent de ces accords, s'ils doivent se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts. Si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien, eh bien, il nous faudra de toutes ces pierres et de tous ces sables, faire quelque chose de particulier, aussi longtemps et pour autant que pour nous, l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. De Gaulle nous dit sereinement que si la France peut s'entendre avec les Algériens pour continuer de pouvoir exploiter le Sahara, tant mieux. Mais si aucun accord n'est trouvé, alors ils vont laisser le nord de l'Algérie aux Algériens, mais ils vont créer leur chose au sud, dans le Sahara, en accentuant les divisions ethniques à leur profit, selon la vieille devise « diviser pour mieux régner ». Les Français ont compris très vite qu'ils ne pouvaient pas s'installer dans la zone comme ils se sont établis sur les côtes ou dans les forêts. En plus de la géographie adverse avec ses étendues désertiques où il est tellement facile de se perdre, le climat était un frein majeur à leur implantation. Quel blanc, quel ressortissant de pays enneigés ou originaire des forêts va supporter sur la durée les 50 degrés et plus sans ombre du Sahara? Après des accrochages avec les populations locales soucieuses de leur autonomie durant la période coloniale, ils ont donc décidé de coopérer avec elles qui connaissaient les lieux comme leur poche. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir les Touaregs du lot, qu'ils ont romantisé les hommes bleus du Sahara, tendant à faire croire à l'imaginaire collectif qu'il n'y avait qu'eux dans la zone, alors qu'ils sont loin d'y être majoritaires. Ce dont ils avaient besoin, c'était de coopérer avec eux, parce qu'ils ne pouvaient pas les remplacer. C'est aussi pour cela qu'après avoir poussé ces poulains terroristes du MNLA à déclarer en 2012 l'indépendance de l'Azawad, ce territoire imaginaire et fantasmagorique qui n'existe que sur les réseaux sociaux et dans la planification divisionniste française, au lieu de dégager les terroristes, l'armée française a plutôt interdit pendant 10 ans, de 2013 à 2023, à l'armée malienne d'entrer dans Kidal et de se rapprocher des IFORAS, sous-traitant à sa complice la MINUSMA l'armement et la collaboration avec les terroristes et l'occupation de la base militaire stratégique de Thessalite, entre autres. Alors, après avoir passé en revue ce qui s'est passé à Tinzaouaten, après avoir mis un coup de projecteur sur les acteurs, après avoir compris l'importance de la géographie dans la guerre qui nous est menée, je vais terminer en formulant 3 recommandations. Premièrement, tout comme d'autres armées ont créé des unités spécialisées de chasseurs alpins, de Gebirgstruppe, de Alpini, de Mountain Division dans les pays montagneux d'Europe centrale ou des États-Unis,
Tout comme le Canada a créé des unités de rangers, des trappeurs qui interviennent dans des terrains arctiques de toundra ou de forêt boréale, il faut créer ou redynamiser dans les armées de l'AES des unités spécialisées pour le Sahara. Les méharistes, comme on les appelait, constitués de personnes qui connaissent ou qui sont formées à sa géographie, à ses langues, à ses populations, à son climat, des gens qui sont physiquement et mentalement fit pour combattre là-bas, et les équiper de moyens adéquats, qui sont aussi bien les dromadaires et les chevaux traditionnels que des motos 4x4, des quads, des véhicules 4x4, des véhicules blindés légers, des MATV, des drones plus modernes. Deuxièmement, il faut identifier parmi les chercheurs africains qui ont fait de sérieux travaux académiques sur la région des Iforas, que ce soit en sociologie, en géographie, en météorologie, en politique, en géologie, peu importe, tout est bon à prendre, car il faut créer une école des Iforas et plus largement même une école ou une académie du Sahara dans une université de la Confédération pour établir nos cartes scientifiques de la zone. Nous disposons aujourd'hui de moyens techniques avec les drones et les satellites qui permettent de faire cela beaucoup plus rapidement et facilement que les explorateurs anglais en 1767, quand la couronne britannique a décidé de lancer la cartographie de l'Inde à travers la création du Survey of India, le plus vieil institut du monde en la matière, par exemple. Et troisièmement, il faut naturellement ériger des barrières, des barricades, des murs de sable, des tranchées tout au long de la frontière du Mali, du Niger et du Burkina Faso, avec des postes de contrôle tous les 2 kilomètres, par exemple, comme le Maroc et l'Algérie l'ont fait chez eux. Par peur d'une contagion du chaos libyen qui a facilité le terrorisme, le trafic d'armes et de drogue dans la région, l'Algérie a elle aussi construit en toute discrétion un mur de sable à ses frontières à partir de 2015. Mais le pays est allé encore plus loin. Le mur algérien s'est étendu aux frontières avec le Niger, le Mali et la Mauritanie. Des tranchées ont été construites pour éviter tout franchissement de véhicules et des pistes relient le remblai de sable à des bases militaires. Vue du ciel, pas facile de distinguer cette barrière qui se fond dans le paysage. Pourtant, elle est bien présente. En 2021, la quasi-totalité des frontières terrestres de l'Algérie était fermée. Au nom de la sécurité nationale, le gigantesque Sahara est devenu un espace cloisonné, où il est de plus en plus difficile de circuler librement. J'ai vu dernièrement le Burkina Faso réceptionner des excavatrices. Peut-être qu'une partie peut être utilisée pour cela ou qu'il faut passer de nouvelles commandes. Alors bien sûr, cela nécessite de l'argent, des moyens financiers, matériels et humains. Mais se les donner est un impératif de survie, de défense et de stabilité. L'arrivée au pouvoir des souverainistes Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdraman Tiani au Niger a grandement dérangé les plans des impérialistes et les activités parfois totalement illicites d'acteurs étatiques et privés étrangers comme les orpailleurs ou le groupe français Total, la Sonatrach dans le bassin de Taoudéni qui s'étend sur 3 pays mais dont la plus grande réserve pétrolière se trouve au Mali. Mais elle n'a pas encore mis fin à leurs appétits prédateurs, puisqu'au lieu de négocier et d'acheter nos biens à nos conditions, ils préfèrent les voler et les arracher, même s'ils doivent pour cela continuer de faire couler le sang de millions d'Africains. Conformément à la doctrine que De Gaulle a évoquée plus tôt et qui s'applique aussi bien à l'Algérie qu'à tous les pays du champ. Soit vous acceptez que les intérêts français sont supérieurs aux intérêts des Africains, soit ils créent quelque chose pour continuer de pouvoir se servir. Et ceci aussi longtemps et pour autant que pour la France, l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. Et cette phrase explique pourquoi, malgré les 2 millions d'euros par jour que coûtait l'opération Serval/Barkhane aux contribuables français pendant 10 ans, pourquoi, malgré les 58 légionnaires et mercenaires français morts, elle explique pourquoi la France a hurlé, crié, s'est fâchée, a refusé de partir du Sahel jusqu'à ce qu'on les éjecte en leur bottant les fesses. En restant, ils gagnaient plus
que les 2 millions d'euros par jour, plus que la vie de quelques petits bidasses. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les officiers militaires français répètent qu'ils reviendront coloniser militairement l'Afrique. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Donc il y a eu d'abord l'arrivée de cette milice Wagner et donc qui a commencé par la Centrafrique, puis ensuite qui est partie au Mali, puis ensuite au Niger, et qui a conduit, il faut quand même en être bien conscient, au départ de l'armée française, départ douloureux, mais départ pas sans doute pas irrémédiable, mais en tout cas nous n'y sommes plus. Et ça a été une étape importante à franchir. Donc depuis la fin de 2023, nous avons quitté ce pays dans lequel nous étions intervenus à la demande des autorités locales. La guerre du Sahara n'est pas terminée, loin de là. Nous pouvons parfois perdre des batailles, mais nous allons gagner cette guerre. Si nous restons mobilisés et unis derrière nos vaillants et patriotes leaders, officiers, soldats et gouvernements, et imperméables à la propagande et à la désinformation occidentale. Les prochaines semaines, les prochains mois seront rudes, mais au bout de l'effort et du sacrifice, il y a notre prospérité et le confort pour nos enfants. Il faut que nous infligions à la France malfaisante, à ses alliés otaniens et collabos africains, une défaite qui fera passer sa déculottée de Vertière en Haïti et de Dien Bien Phu au Vietnam comme un amusement. L'AES ou la mort, nous vaincrons. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un pouce debout, partagez le lien de cette vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux. Commentez pour déjouer l'algorithme de YouTube et la censure de Facebook qui veulent nous invisibiliser. Et aussi, contribuez si vous le pouvez aux cagnottes dont les liens s'affichent à l'écran ou en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo sur YouTube pour me permettre de continuer à faire du contenu éducatif comme celui-ci. À bientôt.